Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. À Dakar, au Sénégal, pour participer à la reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation, le Premier ministre Amadou Koulibaly a échangé avec la directrice régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Un grave incendie s'est déclenché tôt ce matin aux environs de 2 heures dans le grand marché de Soubré, faisant d'importants dégâts matériels. En l'absence de sapeurs-pompiers dans la ville, c'est impuissant que les uns et les autres ont observé leur bien partir en fumée. Et puis, les Guinéens ont voté hier dimanche pour désigner leurs conseillers municipaux avec pour la première fois une compétition a priori ouverte. La mobilisation était au rendez-vous. Les résultats sont attendus. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, à Dakar au Sénégal, pour participer à la reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Le Premier ministre ivoirien, Amadou Koulibaly, a échangé avec la directrice régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Envoyé spécial pour RTI 1, Gabriel Zadi. À Dakar au Sénégal, le débat sur l'éducation des enfants, des adolescents est relancé. Le Premier ministre Amadou Koulibaly a discuté avec des responsables de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour poser les bases d'une collaboration avec l'institution, vu l'engagement démontré par le pays en matière d'initiatives innovantes dans le secteur de l'éducation. Nous avons félicité le gouvernement ivoirien parce que la loi sur l'éducation qui rend l'éducation obligatoire de 6 à 16 ans est une conquête importante pour les enfants. Nous souhaitions que ceci inspire des pays voisins. Et la Côte d'Ivoire, en plus, a rendu cet enseignement gratuit en enlevant les coûts administratifs. Donc, en bâtissant sur cet engagement politique qui se traduit dans les faits, avec une loi, nous avons interpellé la Côte d'Ivoire pour voir comment faire de cette éducation dans la deuxième décennie, les enfants de 10 à 16 ans. Quelle éducation? Comment leur donner les outils pour qu'ils soient préparés à la vie, préparés à leur pays et qu'ils soient complètement équipés dans ce monde moderne qui change autour de nous. Nous avons discuté aussi d'avoir une approche multisectorielle qui s'attaque aux coûts cachés de l'éducation. L'insertion des nouvelles technologies dans le système éducatif. Voilà entre autres propositions, celles que fait l'UNICEF à la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cette discussion, l'organisation internationale veut la Côte d'Ivoire comme pôle de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Ici en Côte d'Ivoire, la société de gestion de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Aéria a annoncé avoir franchi le cap des 2 millions de passagers au titre de l'exercice 2017. L'information a été donnée par les responsables de cette structure en fin de semaine dernière. Aboubakar Cheikh Koné. Depuis 2014, la croissance du trafic à l'aéroport international d'Abidjan vole très haut. En 4 ans, le nombre de passagers est passé de 1 300 000 à 2 070 000 en 2017. L'objectif pour le transport aérien est de développer et de moderniser les infrastructures aéroportuaires conformes aux normes internationales et de promouvoir le trafic national afin de faire de l'aéroport d'Abidjan le hub de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour atteindre ce niveau de performance, l'aéroport international d'Abidjan bénéficie depuis 2016 et ce jusqu'en 2019 d'un financement de près de 42 milliards de francs CFA. À travers ce financement, plusieurs travaux d'aménagement et de rénovation ont été entamés. On est en train de faire le taxiway parallèle dont on rêvait depuis plus de 20 ans, qui va nous permettre de multiplier par presque 4 la capacité en nombre d'atterrissages et de décollages. Au nombre des travaux réalisés, il y a la rénovation des passerelles, la mise en place d'une mire de guidage, ainsi que le réaménagement de la salle d'embarquement en zone départ. Ces efforts d'investissement ont été récompensés par l'obtention d'une triple certification. La plus prestigieuse est la distinction d'Aéria comme meilleur aéroport africain en matière de sécurité devant 200 aéroports en Afrique. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Vers la fin de l'année, nous allons commencer certainement. Si on reçoit l'argent, on agrandira l'aéroport d'Abidjan. En 2017, ce sont 25 compagnies aériennes qui ont desservi la destination Côte d'Ivoire. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire est aujourd'hui la première compagnie de cette plateforme aéroportuaire avec un peu plus de 40% du trafic,
soit 800 000 passagers transportés en 2017. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. Un grave incendie s'est déclenché tôt ce matin aux environs de 2 heures dans le grand marché de Soubré. Soubré, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, faisant d'importants dégâts matériels en l'absence de sapeurs-pompiers dans la ville. C'est impuissant que les uns et les autres ont observé leurs biens partis en fumée. Le reportage de Sam Conan dans nos prochaines éditions. Et tout à fait autre chose à présent. Les automobilistes du district d'Abidjan ainsi que les piétons ont du mal à circuler sur certaines rues et voies. La raison, ces espaces sont occupés de façon anarchique par des mécaniciens. Kwasi Mamadou. Trècheville, avenue 9, rue 6. Difficile circulation pour les véhicules et piétons. La raison de ce désordre quotidien, l'installation anarchique de mécaniciens. En fait, on n'est pas un coin pour aller. Donc, on est obligé de se débrouiller comme ça. En fait, on ne peut pas aller voler, on ne peut pas aller casser le porte de quelqu'un. Et puis, on est dans la famille à nourrir. Ce tableau n'est pas unique car la commune de Trècheville. Toutes les communes du district d'Abidjan sont piquées par le virus. De Koumassi à Yopougon, en passant par Makori et Adjamé. Ces jeunes exercent illégalement leurs activités sur les trottoirs. Nos garages, c'est ici. Parce qu'on n'a plus de garage, parce qu'on nous a mis au dehors. Parce qu'ils ont vendu le terrain. Nous, ça ne nous arrête pas, mais on est obligé de faire ça pour pouvoir de quoi nourrir la famille aussi. Sinon, ce n'est pas un plaisir pour nous de travailler au bord aussi comme ça. À Koumassi, avec la dégradation des voies, puisque ces voies n'étaient plus pratiquées, donc c'est devenu des garages à ciel ouvert. Et avec la reprise donc, des travaux de réhabilitation des voiries, nous avons tenu une réunion avec les garagistes et depuis peu, nous avons commencé à ramasser des voitures pour les mettre en fourrière. Une situation souvent très gênante pour les riverains. La cohabitation devient parfois difficile. On est fatigué, on est très fatigué. Non mais vraiment ils sont gênants. Quand ils finissent le travail, ils laissent tout là. Souvent vers le but là. Actuellement on a refait le bitume. Ils ont dit que le bitume là, l'huile là, la graisse et l'essence la gale le bitume. Mais ils continuent de travailler. Okay, on a attendu combien d'années avant d'avoir ce bitume là. Mais ils sont là encore dégradés ça. Mort. Mécanicien professionnel de son état, exerce en ces lieux depuis 1982. Aujourd'hui, son site n'arrive plus à contenir le flux de véhicules de luxe qui défilent dans son garage. Lui et sa vingtaine d'employés sont obligés d'utiliser les ruelles du quartier pour exercer leurs activités. Les difficultés majeures, c'est l'espace. C'est l'espace, parce qu'il faut dire que la mécanique a besoin de grands espaces. Mais ma conscience, c'est qu'on les dérange. Parce que dans un rite, il y a 5 ou 4, 5 ou 10 voitures et les gens ont des difficultés pour traverser, ce n'est pas trop logique. Mais qu'il faut faire? Il faut aller doucement pour trouver mieux. Quand on arrive chez lui, il faut reconnaître on est dans les ruelles et les populations souvent nous empêchent même de garer devant les concessions. Parce que c'est vraiment très vite, tout le monde sait que c'est les rues et les avenues. La question de recasement est sur toutes les lèvres, mais les autorités compétentes assurent des mesures en vigueur. Donc nous leur disons que les garages doivent être situés dans des zones appropriées. La voie n'est pas un garage. Et donc, comme nous leur avons dit, nous leur avions donné un délai, c'était le mois de novembre. Et depuis début décembre, nous avons commencé. Alors qu'ils ne soient pas surpris que leur véhicule soit enlevé s'ils continuent à opérer aux abords des routes. C'est difficile ce que nous allons prendre comme décision, mais nous sommes obligés. C'est vrai, beaucoup de nos jeunes, beaucoup de personnes vivent de cette activité. Mais vous savez qu'une commune se doit d'être agréable. C'est pourquoi nous lançons un appel envers donc, nos frères qui occupent anarchiquement ces routes. Nous leur demandons de prendre toutes les dispositions pour libérer ces espaces et permettre donc que nous assurions le cadre de vie de nos populations. À Trècheville, le site de Biafra est occupé à moitié par les mécaniciens, car le futur centre islamique de la coopération ivoiro-marocaine sortira de terre sur l'autre côté du terrain. Parlant du site de Ndotré dans la commune d'Abobo, les avis sont divergents et ne constituent pas pour ces mécaniciens une solution pour leur situation. En d'autres, les faits, ce n'est pas pour les garagistes, c'est pour les ferrailleurs. Actuellement, on cherche un site. Si l'État ou la mairie peut nous donner un site pour aller s'installer, on est prêt pour aller. Nous-mêmes, nous avions donné un espace ici qui devait réhabiliter, n'ont pas pu le faire. Je crois que le gouvernement a trouvé un espace à Ndotré. Et je pense que s'il y a une action vigoureuse qui se mène au niveau général, au niveau de l'État, ils seront bien obligés de rejoindre les espaces qu'on leur a affectés. Vous connaissez bien la situation de Trècheville. Nous avons une petite commune bâtie
depuis très longtemps et nous n'avons pas la chance d'avoir des espaces. C'est ça notre véritable problème. Mais ça ne donne pas de raison pour que l'on utilise nos voies pour en faire des garages sauvages. Mais en attendant, c'est difficilement que ces artisans sortis eux-mêmes de garages de fortune pour d'autres exercent leurs activités dans les rues du district d'Abidjan. Dossier signé Kwasi Mamadou. Samedi dernier a eu lieu la 12e édition de l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement ivoirien. Pour cette édition, la ministre Anne Désiré Ouloto était à nouveau sur le terrain pour sensibiliser les populations à prendre soin de leur cadre de vie. Adrienne Grascando. 12 mois que l'opération Grand Ménage a été lancée. Cette action gouvernementale vise, entre autres, à donner fière allure aux villes et aux communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays à travers des actions de salubrité. Les églises de Williamsville, les églises évangéliques, se sont mis ensemble. Nous avons balayé et nous avons ramassé dans les sachets poubelles et qui sont enlevés en même temps par les tricycles. Nous avons appelé tous les propriétaires du quartier et les faire comprendre la nécessité vraiment de voir notre quartier beau, un cadre de vie assez agréable. Le propriétaire paye les pots de peinture et la jeunesse vient faire la peinture gratuitement, sans prendre 5 francs. L'opération Grand Ménage se tient chaque premier samedi du mois. L'objectif est d'exhorter les populations à adopter des gestes éco-citoyens pour assainir leur cadre de vie. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable fait le point. Nous avons invité les Ivoiriens à avoir de bonnes pratiques, à refuser de jeter les déchets ça et là, à refuser de jeter les déchets dans les caniveaux. Nous avons invité les concitoyens à travers le Grand Ménage à s'engager pour le ravalement des façades de leurs bâtiments, de leurs lieux de travail. Et vous avez vu que toutes ces initiatives, pendant cette année, ont été entendues par les populations, d'autant plus qu'il y a eu de nombreuses actions. Malgré ces avancées enregistrées, il y a tout de même des poches de résistance. Il y a de nombreuses faiblesses, il y a de nombreuses attentes qui n'ont pas trouvé de réponse. Il y a des points de déception par moment. Mais de façon globale, je crois qu'il faut féliciter les Ivoiriens. Et dans les jours à venir, à Abidjan et dans les chefs-lieux de région, des consultations seront organisées avec les collectivités, avec le corps préfectoral, en invitant toutes les cibles de notre société pour écouter les populations. Comprendre pourquoi il y a quelquefois peu d'adhésion. En cas d'insalubrité causée par des personnes dans le domaine public, le code pénal prévoit des amendes. Pour de tels comportements, c'est rare qu'il y ait des dispositions qui nous amènent à l'application des peines de prison. Donc c'est des amendes. Et ces amendes sont infimes, 1 000 francs à 10 000 francs. Le ministère de la Salubrité est décidé à en finir avec l'insalubrité sur le territoire ivoirien. Il compte s'armer davantage pour faire face à ces poches de résistance. Autre sujet, le Conseil régional du Morono a lancé il y a de cela quelques jours la mise en œuvre au niveau local du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PJDEC. Ce projet financé par la Banque mondiale va permettre à la jeunesse du Morono de mener des activités génératrices de revenus. À l'aide de détergents, il donne à ses t-shirts, pantalons et autres vêtements plus d'attrait. Puis, il les expose sur son étalage. Un style bien apprécié de sa clientèle. Zaouli Bi Henry est vendeur de friperie, un métier qu'il exerce depuis 1 an à Bongouanou. Si ce jeune déscolarisé semble bien gagner sa vie grâce à son activité, son objectif est de sortir de l'informel. Et pour lui, la voie pour y arriver est de bénéficier d'encadrement et de financement. Son rêve est d'être patron d'une petite et moyenne entreprise. S'il y a ces gens, des personnes pour m'aider, il faut faire comme ça, et voir que non, ça peut évoluer mon marché, je suis dessus. Moi aussi, je peux intégrer d'autres personnes dedans, qui peuvent, à travers ça aussi, je peux manger. Un rêve partagé par de nombreux jeunes qui actuellement assument eux-mêmes leur prise en charge dans cette localité. L'on peut louer leur courage parce que confrontés à bien de difficultés. Parmi ceux-ci, Joël, vendeur de poulets bien connu à Bongouanou. On est dedans, si bon, les projets là, ça nous aide. Nous, on peut faire pour nous aussi, pour pouvoir
avancer. Dans la ville de Bongouanou, comme dans toutes les localités du département, de nombreux jeunes vivent une réalité toute différente. C'est le cas de cette jeune fille, Véronique Eya, à la recherche d'un emploi sans aucune qualification. Vraiment, il ne fait rien. Mais si il y a quelqu'un pour me financer, il peut faire quelque chose. Moi-même, là, sincèrement, c'est un magasin, il veut faire. Pour cette catégorie de jeunes, hommes et femmes, la Banque mondiale apporte un appui budgétaire à hauteur de 600 millions de francs CFA à travers le PGDEC, projet d'emploi jeunes et de développement des compétences. Une opportunité pour les jeunes du Moronou et qui va régler la question de leur insertion dans les tissus socio-économiques. 65% de la population est jeune. Le projet coûte 620 millions et dans les 620 millions, le conseil régional contribue à hauteur de 10%, soit 63 millions. Et je pense que ma jeunesse a pris conscience et que nous en ferons bon usage ce projet-là pour qu'on puisse encore nous aider. Au cours de la cérémonie de lancement du PGDEC, Aka Véronique, présidente du conseil régional du Moronou, a vivement rappelé aux jeunes, avec des mots bien choisis et insistance dans la langue du terroir, l'Agni, que la réussite du projet dépend en grande partie des jeunes eux-mêmes. Les bénéficiaires, plus de 800 jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Et c'est un reportage de Guy Roger Nguessan Kwaku. La Jeune Chambre internationale Abidjan Laguna a lancé le samedi dernier la première édition du Laguna Business Forum consacré au business agricole. Plus de 200 participants sont attendus. Aboubakar Chekekone. Nourrir la Côte d'Ivoire, quelle opportunité pour la jeunesse urbaine. C'est le thème de la première édition de ce forum dont l'objectif est de montrer aux jeunes entrepreneurs les opportunités d'affaires dans le créneau de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Il faut donner toutes les opportunités nécessaires aux jeunes, des opportunités de développement socio-économique. Et donc ça ne peut se faire si nous ne créons pas une plateforme d'affaires, l'insertion socio-professionnelle et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est de démontrer aux jeunes et d'ouvrir leur esprit que l'agriculture ne se limite pas à la culture de cacao et de VA et à posséder une terre. On peut ne pas posséder une terre, on peut être urbain et faire l'agriculture. Le jeune qui va prendre du poulet et qui fait du choukouya, il est dans l'agriculture. Ce forum va réunir 200 participants ainsi qu'une vingtaine de soumissions de projets. Une série de formations à ces jeunes entrepreneurs est également prévue avec à la clé une compétition de business plan qui va consacrer 3 lauréats avec respectivement 1 500 000 et 300 000 francs CFA. On le constate, la jeunesse perd de son identité, donc il est important pour nous de venir quand même assister à ce genre d'activité qui nous instruit. Voilà, et on en ressort satisfait. Véritable puissance agricole en Afrique, la Côte d'Ivoire a tracé depuis quelques années les sillons pour le développement de l'entrepreneuriat agricole auprès des jeunes qui représentent environ 70% de la population ivoirienne. Les jeunes de Kouakou, Sekro, village d'environ 7000 âmes situé dans la région de Lifou, avec pour capitale Daoukro, s'adonnent à l'agriculture qui est leur principale activité. Parmi eux, Barthélémy Agbakwasi, modèle par excellence des jeunes du village. À son actif, plusieurs plantations. Alain Essoua, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Barthélémy Agbakwasi est un inconditionnel du monde rural. La quarantaine révolue, ce natif du village de Kwakou-Sekro, village situé à 16 km de Ouélé dans la région de Lifou, a un amour prononcé pour l'agriculture. Son courage et son intégrité lui ont valu d'être à la tête de la jeunesse du village depuis une décennie. On travaille avec la jeunesse du village, femmes comme garçons. Nous avons notre association, l'association des jeunes garçons comme des jeunes filles. On travaille en harmonie. L'agriculture, principale activité de la population de Kwakou-Sekro. Les jeunes s'y adonnent, tout comme Barthélémy Agba, leur président. Cacao, café, EVA, anacarde, banane, igname et papaye. Pour chacune de ces spéculations, Barthélémy a au moins une plantation. Le problème, c'est l'écoulement de ces produits agricoles. Il y a des contacts à Boaké, même à Abidjan, mais tout se pose sur le problème du transport parce qu'on n'a pas de véhicule pour évacuer le produit. C'est ça qui est notre problème. Modèle par excellence de toute une génération, à Kwakou-Sekro, ce jeune homme a réussi à enrôler bien de cœur dans le secteur agricole. Sous son impulsion,
Plusieurs jeunes essaient tant bien que mal de se faire une place au soleil, et ce, malgré les réelles difficultés rencontrées dans ce secteur d'activité. Et depuis une dizaine d'années, ils cultivent de l'aubergine. Les gens ne payent pas bien ici. En tout cas, c'est un peu compliqué pour nous. C'est de ça qu'ils nourrissent sa famille. Et pendant la sécheresse aussi, il n'y a pas de l'eau, on n'a pas de rivière pour arroser. Et c'est la misère totale ici. Pour Barthélemy, les autres jeunes et les cadres, Kwaku Sekro est une zone d'opportunités agricoles à ne pas négliger. Et d'où le rappel aux bonnes volontés pour sauver le secteur agricole dans cette localité. Nous avons besoin d'un coup d'eau, au moins un retenue d'eau pour arroser régulièrement nos plantations. Là, pendant la saison sèche, on peut vivre de ça. Prendre contact avec le ministère des Ressources halieutiques pour que vraiment ils viennent nous aider. Ne dit-on pas que le succès de ce pays repose sur l'agriculture? Reste à lui trouver les assises nécessaires pour inciter les jeunes à s'y adonner convenablement. Regina Yao, l'une des figures influentes de la littérature ivoirienne, est décédée. Pour rappel, le 4 novembre 2017, à l'âge de 66 ans, Le Monde du Livre lui a rendu hommage samedi dernier. Témoin pour RTI 1, Franck Kouadio. Je pouvais lire, je lisais n'importe quoi, même un petit morceau de papier sur la route. Un amour pour la lecture parti de la tendre enfance. Regina Yao, pleine de vie et la plume pleine d'envie, s'en est allée certes le 4 novembre 2017, mais son souvenir pour ses pairs reste vivace. Hommage est alors rendu par l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. C'est une présence de 40 ans dans le milieu de la littérature. Non seulement elle a écrit en quantité, mais elle a écrit en qualité. Donc c'est pour nous une façon d'exprimer notre solidarité à la famille et de montrer à toute la Côte d'Ivoire qu'elle appartient à une famille. Pionnière, Regina Yao reste comme la figure de l'émergence de la plume féminine dans l'univers littéraire ivoirien. Tout part de la fin des années 70 avec son recueil de nouvelles citadines, puis l'œuvre qui la révèle, Les Oumaris ou Les écueils de la vie en 1982, suivi de plus d'une quinzaine de productions dont La révolte d'Afiba, Le prix de la révolte, Sœur du sang et Ewi Anka en 1988. Comme le mardi et le mercredi étaient jours de travail pour le guérisseur de ce village, cela avait laissé aux femmes le temps de prendre leurs dispositions pour le voyage. Écrivaine militante des libertés individuelles, elle était considérée par certains comme féministe, même si elle s'en défendait. Elle n'accepte même pas cela. Il y a un certain nombre de livres qui entrent dans ce cadre de la littérature féministe, mais elle aborde presque tous les problèmes. Dans Coup d'État, Opération Fournaise, elle est dans le domaine de la politique, elle est dans le domaine du paranormal, de l'étrangeté, de la sorcellerie avec Ewi Anka, etc., de l'éducation. En tout cas, elle est multidimensionnelle. Un écrivain classique, c'est-à-dire qu'elle cultivait donc l'art de la description, l'art de l'évocation des sentiments, elle allait au fond des âmes de ses personnages. Une certitude, ses écrits ont peint les réalités du temps, la condition féminine, les revers de nos traditions, mais aussi la littérature à l'eau de rose qu'elle explore au début des années 2000. Elle laisse à la jeunesse africaine beaucoup de documents pour la distraction, mais pour également connaître les sociétés africaines. Actuellement, il y a un concours dont la première édition a eu lieu en décembre à Bassam, qui porte son nom. Déjà, c'est une façon pour nous de l'immortaliser, puisque le prix est là pour toujours. Regina Yao laisse à la postérité plus d'une trentaine d'œuvres, un accomplissement pour cette passionnée des lettres partie à l'âge de 66 ans. Elle a été honorée par l'État du Côte d'Ivoire en 2014 comme prix national d'excellence pour la littérature. Initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, la cérémonie d'honneur au drapeau de ce lundi matin a eu lieu à l'École nationale d'administration. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Fonction publique. Reportage Amadou Ouattara Walter. Hymne national de Côte d'Ivoire avec la musique de la Gendarmerie nationale. L'École nationale d'administration ENA accueille la cérémonie d'honneur au drapeau ce premier lundi de février. Autorité ministérielle, directeur de l'administration centrale,
responsables de l'ENA et élèves fonctionnaires de la 54e promotion de cette école prennent part à cette rencontre. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le ministre Sidi Timoko Touré souhaite qu'à travers cette action, chaque Ivoirien s'approprie les valeurs de civisme et de citoyenneté. Relever ce défi existentiel pour notre pays nous impose de changer de mentalité et de comportement pour devenir des citoyens dignes, responsables, en nous appropriant les valeurs fondamentales du civisme qui s'inculquent au sein de la cellule familiale, à l'école, dans les milieux professionnels et se renforcent tout au long de la vie. Président de cette cérémonie, le ministre de la fonction publique a axé son intervention sur la promotion et le maintien de la fibre patriotique. Le général Issa Koulibaly est revenu sur le respect des symboles de la République. Ces signes et indices appelés symboles de la République mobilisent les sentiments des populations autour d'un idéal commun. Pour la Côte d'Ivoire, ces symboles sont au nombre de 5, à savoir le conseiller municipal avec pour la première fois une compétence. Toutes nos excuses, nous vous le disions en troisième titre. Les Guinéens ont voté hier et dimanche pour désigner le conseiller municipal avec pour la première fois une compétition a priori ouverte et apaisée depuis plusieurs années. La mobilisation était au rendez-vous. Les résultats sont attendus. Du sport pour terminer. Cité parmi les favoris depuis le début du CHAN, le Maroc a confirmé son statut en remportant ce tournoi. Les Lions de l'Atlas ont battu en finale le Nigeria au stade Mohamed V de Casablanca par 4-0. Samuel Metch. Sous une pluie battante, la 5e finale de l'histoire du CHAN s'est quasiment résumée à une démonstration des hommes de Jamal Selami qui ont largement dominé leur adversaire. Follement encouragés par les supporters du complexe Mohamed V de Casablanca, les Lions de l'Atlas ouvrent le score à la 45e minute par Zakaria Aldraf. Un but qui donne l'avantage aux locaux à la pause. En seconde période, les Super Eagles réduits à 10 suite à l'expulsion de Moses Ndji ont du mal à freiner les offensives marocaines. À l'heure de jeu, El Karti porte le score à 2-0. Oh la reprise! Kaby sur le poteau! Il la frappe encore! Et le deuxième but! Deuxième but pour le Maroc! Avant que 3 minutes plus tard, Zakaria Adraf n'alourdisse la donne. La tête qui va centrer pour le Kaby! Le défenseur, le gardien et le troisième but! La fête ne pouvait être totale sans que la révélation du tournoi, Ayoub El Kaabi, ne trouve le chemin des filets. À la 73e minute, il profite d'une frappe dévissée de Nairi pour inscrire le 4e but de la rencontre. Un but qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition avec un total de 9 buts. Soit 4 de plus que l'ancien record qui appartenait au Zambien Given Singuluma lors de la première édition il y a 9 ans. Le Maroc remporte son CHAN 2018 et succède à la RDC. C'est la première fois dans l'histoire du CHAN qu'un pays est sacré à domicile. La prochaine édition aura lieu en Éthiopie en 2020. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.